Non, mais j'ai pas l'intention de porter le chapeau non plus. Je me sens pas. Moi, je suis là, je me sens pas responsable. C'est pas honte. C'est pour moi, là. Elle est bonne, celle-là. Pour moi, elle est bonne. Ah ouais, elle est bonne. Elle était mignonne, celle-là. Bah, disons que je me suis un peu énervée. J'ai fait cette tête-là parce que ici, le problème, c'est... Enfin, le problème, je pense, dans toute entreprise, on parle, et puis après, il y a des oui-dire qui se passent, tout ça, donc moi, ça m'énerve un peu, donc dans ces cas-là, je mets des mots. Non, mais elle est gentille, elle a demandé à tout le monde, sauf à moi, les vacances, c'est vrai. Mais bon, ça fait 15 ans que je les prends à la même date. Ouais, non, mais c'est vrai, non, mais c'est con. C'est Yves qui se coltine le boulot, c'est ça? Avec Aurélien, il dit papy. C'est papy. C'est papy. Papy. Un papy en vacances, un papy au boulot. Parce qu'on ne supporte pas, donc... Et on l'a aussi compté sur le fait qu'ils allaient s'arranger. C'est-à-dire que de toute façon, même si on s'y prenait un peu tard pour leur en parler, ils s'étaient mis, entre guillemets, d'accord entre eux pour que ça fonctionne. Je veux dire, on y arrive en PAO, on y arrive ici. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils nous demandent de s'arranger pour eux? C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que je dise, non, toi, Seb, tu partiras de temps à temps. Toi, tu partiras de temps à temps. Moi, ça me fait chier. Moi, ça me fait chier qu'ils me mettent dans ce rôle-là. Moi, ça me fait chier, cette histoire. C'est un truc... Mais c'est pas pareil, il n'y a pas marqué pigeon. S'il y a quelqu'un qui descend pour demander les vacances, c'est qu'il va faire un graphique et puis il va regarder. Ouais. Si on me demande quand est-ce que je pars en vacances la 3e semaine de juin, bah, je dis comme d'habitude, c'est clair. Mais c'est... Moi, je dis que t'as pas à attendre que quelqu'un descende pour savoir comment vous allez vous Mais c'est même moi qui ai demandé où on en est avec les vacances, la personne pense que je peux monter, j'ai pas envie. Si tu cherches une bonne location, c'est C'est pour certain qu'il y a un problème d'organisation. d'organisation. Mais parce que normalement, ça a toujours été fait là-haut, Je trouve ça peu logique pour Expression, parce qu'Expression se met à payer des trucs juste pour on arrive à des situations des fois complètement dingues ici. On va payer des primes parce que les gens sont venus travailler, quoi, à la place d'autres. J'espère que ça va passer. En tout cas, là, j'en rigole pour l'instant. Mais quand on va y être dans les semaines où ça va être très chaud, c'est quand même nos 2 meilleurs clients. Ça veut dire que s'il y en a un qu'on planque là et qui s'en va, bon, bah, on va durer jusqu'au mois de janvier, février prochain, mais après, ce sera fini, quoi. Donc, je trouve ça un peu dur, ouais. En fait, les difficultés quand on fonctionne en collectif comme ça, parce que c'est à double tranchant, elles se manifestent, elles apparaissent notamment en ce qui concerne l'organisation du travail. Toutes les semaines, c'est un truc qui revient parce qu'on a fait le choix de compter sur la motivation et la responsabilisation des gens. Voilà, donc c'est vraiment à nous de gérer notre atelier, notre administration, tout ça, machin. Et c'est pas facile. Mais quand ça marche, c'est super. Ouais. Est-ce que ça marche? Moi, j'estime que oui, oui. C'est un suivi du contrôle de qualité plus important, ouais. On a du mal à le faire. Le contrôle, il se fait uniquement par la personne qui fait son travail, quoi. Donc il suffit qu'il y ait un oubli à un certain moment pour qu'on ait plus de problèmes que dans une société traditionnelle où tu as un contrôle à chaque poste de travail. Ça c'est difficile, par contre, c'est difficile de trouver des gens qui pensent comme nous, par contre. C'est pas si simple ça. Bah, pour embaucher des gens qui travaillent en coopérative, ça ne compte pas les rues parce que les gens qui arrivent ici, ils sont un peu déboussolés. Même les clients. Parce que les gens ne sont pas habitués à ce style de... Ils ont un contre-maître. Ah ouais, ça c'est important aussi parce qu'il y a un contre-maître, il y a un chef, il y a quelqu'un qui les accompagne. Ils ont une personne à référence et il y en a que ça passe pas, quoi. Ils sont venus une fois puis ils sont pas revenus parce qu'ils se sentent déstabilisés. Parce qu'ici, chacun organise son propre travail et c'est comme partout, tout le monde a peur de déléguer, tout le monde fonctionne dans son joyeux bordel à lui, mais il faut que personne n'y touche parce que c'est le sien. Et c'est là où il y a un décalage entre eux et moi. Parce que quand je constate, quel que soit le niveau du travail, que ce soit dans la façon dont on organise le travail en atelier ou quoi que ce soit, que quelque chose dysfonctionne et qu'il faudrait l'améliorer, je vais le dire. Et puis on va dire, ah bon, tu crois? Il va se passer un temps infini avant que mon message soit entendu réellement. Qu'on en prenne acte et ensuite qu'on réfléchisse à comment faire et qu'ensuite on le fasse. C'est la différence avec une situation où il y a un patron qui décide et qui dit, bon, désormais c'est comme ça. Voilà. C'est vrai que quand il n'y a qu'un patron, c'est relativement facile. C'est sa vue, point barre.
Là, on les 6 et je crois qu'on voit un peu différemment les choses. Ce qui n'est pas très grave et c'est tant mieux. Mais du coup, il y a des fois, ça doit partir un peu dans tous les sens, quoi, tu vois. Bonjour. Monsieur Schmutz. Ah, ça vous dérange pas de laisser les bons en bas? Oui, voilà, les collègues. Ok. Merci, à vous aussi. Vu qu'il n'y a pas de patron, il faut quand même qu'on mette un système de... Tu vois. Moi, j'avais demandé à ce qu'on nomme 2 personnes. Parce que là, si tu veux, bon, en même temps, je comprends Elsie, elle a des problèmes de gestion. Donc, par exemple, quand elle embauche quelqu'un, alors effectivement, elle vient voir qui? Elle vient voir Bill et elle vient voir Manu. Tu vois, donc ce qui est logique, tu vois, parce que c'est les 2 coopérateurs, c'est les 2 cadres, et donc voilà. Bon, en même temps, il y a des fois, bon, bah, moi, je peux peut-être le prendre mal parce qu'on m'a pas demandé mon avis, et pourquoi donc, tu vois. Bon, en plus, je suis dans le bureau, alors je suis un peu au courant de tout, tu vois. En plus, j'ai des énormes oreilles. Donc, donc voilà, c'est pour ça que je voulais ces 2 personnes, parce qu'en même temps, ça soulage aussi des problèmes de pouvoir qu'on pourrait lui donner, tu vois. Et puis bon, bah voilà, ça met au point même pour entrer dans la SCOP, tu vois, avoir cette démarche-là. Dans une entreprise classique, on est dirigeant. Hein. Moi, j'ai toujours été dirigeant de salariés, c'est-à-dire pas propriétaire, mais dirigeant de salariés. Quand on est dirigeant, c'est un long exercice de solitude. C'est une énorme responsabilité. On n'a pas facilement droit à l'erreur. Si on se plante, eh ben, on plante tout le monde. Là, ici, la responsabilité, elle est partagée entre moi, entre Bill qui est gérant, et finalement l'ensemble des coopérateurs. C'est-à-dire que les décisions qu'il faudrait prendre et qui ne sont pas prises ou pas appliquées, eh ben, les conséquences, c'est de la faute de tout le monde. Johnny Bovet, on va la mettre à l'endroit. Ouais. Parce qu'on monte toujours à l'envers. Ouais. Pour imprimer à l'endroit, il faut monter à l'envers. À comprendre. Toi, avec ça, tu peux lire les films. Ça, c'est le film qui correspond au noir. Ça, c'est le film qui correspond au jaune. Alors, effectivement, dans ces zones-là, on est plus fort sur le jaune. Dans les cheveux, pareil. Dans le titre, un plat jaune. Par contre, avec le cerné noir. À chaque couleur, il y a un film. Non, il n'est pas encore mort. Il ne sera à tout jamais gravé dans mon cœur. Ouais. Non mais Noël Roquevert. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent de Noël Roquevert. Très grand. Roquevert. Très grand acteur. Tête sec. Noël Roquevert, tout en noir et blanc. C'est que du noir et blanc. Il n'a jamais tourné en couleur, Noël Roquevert. Je pense que oui. Si. C'était le début de la fin. Il faudrait que tu te renseignes auprès de Feu le FLB, le Front de Libération du Beaujolais, qui a existé effectivement. Et un des principaux animateurs, c'était mon oncle, Daniel, que tout le monde connaît très bien ici. Il s'était retranché dans les bois d'Alix. Alix, c'est un petit bled où on fait du Beaujolais village. Donc le FLB était retranché dans les bois d'Alix, au cœur du pays des Pierres Dorées. Et ils n'ont pas fait sauter de pylône, mais ils envisageaient de faire sauter la coopérative viticole ou vinicole, viticole du Bois-d'Oing. Tu peux expliquer? Non. Non, je ne sais pas pourquoi ils voulaient faire ça. Mais ça existait, le Front de Libération du Beaujolais. Bon, c'est l'hôtel de police, hein. On passe à ton miracle. C'est une publication pour la CIMAD. On s'occupe beaucoup les prisonniers, ils sont à Arinque ou dans les zones portuaires ou les zones d'aéroport. Le dernier que j'ai vu, c'était sur les centres de rétention à Vincennes. J'ai fait un séjour à Vincennes et ça existe encore. Je me demande dans quel état ça peut être parce que c'était pas triste. Moi, c'était les années 70, ça y est, c'est fini là. C'est le moment où il y avait de l'ambiance. J'en ai un bon souvenir parce que je m'étais fait accrocher à Saint-Michel, je crois. Et on était un paquet dans la cellule et ils avaient retiré les cigarettes non, ils n'avaient pas retiré les cigarettes, ils avaient retiré les briquets. C'était encore plus cradingue.
Et puis il y avait un mec qui avait un briquet pourri, et puis il y en avait un autre qui avait une pierre, et puis ils ont réussi à allumer les cigarettes. Ils voulaient les passer dans les cellules d'à côté. Et il y avait un petit trou dans les parpaings. Puis il y avait un mec à côté de moi, il dit, pousse-moi, il dit, je suis tailleur de pierre. Et ça, il ne faut pas oublier ça. Il a fait une ouverture comme ça dans le mur. Et donc avec les gravats, les mecs qui passaient, à chaque fois ils se prenaient une poignée de gravats. Alors à un moment, on a eu droit à la dégelée collective. Ils sont tombés là-dedans, ça a fumé quoi. On s'est retrouvés tous dans la cour, à ramper dans la cour, comme des malades. Oh, c'est pas vrai. L'électronique, ce que ça fait, gars, ça marche pas, cette béton. C'est bon là, ça baigne. Bon, ça baignera quand il aura payé. C'est ça le problème. S'il paye, c'est bon. Quel chèque, ça va. Des fois, tu fais un truc super bien, ça leur plaît pas. Et puis, des fois, tu fais un truc qui te plaît pas et ça leur plaît vachement. Tu vois, ton avis à toi personnel n'a rien à voir. C'est pas toi qui fais le chèque. Bah ouais. On n'est pas là pour faire. Moi, la mode. Après, ce que je vais dire. On va faire ça. T'es pas pour, donc ça s'est pas fait tout de suite. Mais ça peut. Je pense que ça va se refaire. Moi j'étais pour qu'elle rentre. Et pourquoi tu étais pour Ah, parce que j'étais. Parce que j'étais. Moi je pense qu'il n'y avait pas de raison qu'elle puisse pas rentrer. Elle nous réfère tous les mois des comptes et nous on décide de ce qu'on doit faire. C'est pas elle qui décide, puisque donc on peut pas lui reprocher quoi que ce soit, parce que en dernier ressort c'est nous qui décidons. Pour moi ça posait pas de problème, pour d'autres ça en posait, je sais pas. Ce qui est complexe aussi, finalement ici, c'est qu'on est 12. Sur les 12, il y a 6 coopérateurs, les autres sont des salariés non coopérateurs. Le gérant civil, je partage ce rôle aussi, et je suis pas coopératrice. Donc c'est un ensemble de positions qui sont pas évidentes. Alors toi, tu es un coopérateur. Pas patron, hein. C'est pas patron, c'est ouvrier. C'est le premier. Bah, ça veut dire qu'on est chez nous, quoi, déjà, c'est ça. Hein. On fait comme on veut, mais enfin, on en fait plus que... On en fait plus, c'est le piège, c'est le piège. Il y a différentes façons d'aborder le problème. Soit on dit les coopérateurs sont des patrons. Moi, à partir du moment où on est une petite entreprise, où les gens sont tous plus ou moins producteurs, je préfère dire qu'on est tous des ouvriers. Bon, pour moi, le fait d'intégrer les gens à prendre des décisions dans l'entreprise, c'est de les mettre au même niveau que les autres. Donc, a priori, je suis plutôt pour que les gens deviennent le plus rapidement coopérateurs. Moi, tu es un des plus anciens ici, en fait. Oui, je suis arrivé en 95. 95. Et pourquoi tu as jamais voulu être coopérateur? Coopérateur, parce que je l'ai été dans mon ancienne entreprise. C'est pas spécialement bien passé, surtout sur la fin. J'ai préféré ne pas l'être. Mais ici, les choses se passent plutôt bien, non? Oui. Et alors, ça ne fait pas changer la vie? Pas du tout, non. Non, je tiens à ma tranquillité d'employé. C'est bien comme ça. Moi, personnellement, je ne suis pas extrêmement attaché à cette forme coopérative. C'est d'abord une forme juridique. Après, ça ne garantit pas énormément de choses. Hein, ça garantit quoi? On dit un homme, une voix. Enfin, en France,
les élections du président de la République, ça soit au suffrage universel. Ça n'empêche pas Le Pen d'arriver au deuxième tour. C'est pas une garantie suffisante. Une fois, j'ai vu à la télé un patron qui se faisait noter par ses ouvriers, je crois que c'était dans le Nord, ou je sais plus. Et le type disait, si j'ai pas la moyenne, je m'en vais. Donc c'était pas une coopérative. Hein. Mais c'est vrai que c'est d'abord une volonté, un rapport à l'entreprise qu'il faut définir. Et après, dans les coopératives comme ailleurs, tout est possible. C'est-à-dire que souvent, dans les boîtes où j'ai bossé, il y a la question du pouvoir qui est plus ou moins sous-jacente, avec des luttes, des rapports un peu durs entre les coopérateurs. Ça, c'est des choses qui sont finalement relativement classiques, quoi. Alors ça se gère comment le pouvoir dans ce genre d'entreprise? C'est la question. Au tout début, je leur ai posé la question de définir quelle serait leur politique vis-à-vis de l'entrée de nouveaux coopérateurs dans la coopérative, enfin d'autres salariés dans la coopérative. Et ils avaient un peu de mal, mais enfin ils ont défini, ils se sont mis d'accord sur une ou deux règles, hein, et la principale étant qu'à leur avis, il fallait 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise. En fait, légalement, il n'y a pas ce type de règles, mais ça, ce sont les règles qui se sont données eux. Donc, quand j'étais là depuis 2 ans, j'ai posé ma candidature, ouais. Moi, en tant que coopérateur, j'ai pu te le dire plus tôt, j'étais pas mûr. Je sais pas si je le suis encore complètement maintenant. Un petit peu plus, quoi. En tout cas, vis-à-vis d'Elsie, j'ai un peu évolué, quoi. C'était un peu un détonateur, un déclic, quoi. Mais à ce moment-là, j'étais pas mûr. Donc ça me paraissait un peu du rentre-dedans, la demande d'Elsie, quoi. On fait des cas. En dehors de la réalité, quoi. Et donc, moi, j'ai dit non à ce moment-là. J'ai dit non. Elsie, ce que je disais, elle est la cheville ouvrière ou la cheville patronale, je sais pas quoi dire, de la renaissance de l'expression. Je pense qu'elle a bien pigé l'histoire d'où on vient et pourquoi il y a cette contradiction dans laquelle on est entre une entreprise où l'essentiel c'est d'y être bien et de faire un travail qu'on aime avec une équipe dans laquelle on se sent bien. La contradiction donc avec la rentabilité, la productivité, etc. Il peut y avoir une contradiction. Enfin, elle y est. À part Elsie, il n'y a pas eu d'autres demandes. Donc c'est vrai que c'est un peu il n'y a pas grand chose à dire, quoi. Tu vois. Ça pose quand même un problème apparemment. Ce qui pose un problème, bien sûr, ça pose un problème parce que je dirais que le groupe qui a créé Expression 2 est, je dirais, quand même relativement homogène. Intégrer des gens qui viennent de l'extérieur, c'est toujours un petit peu difficile. C'est d'autant plus difficile en fonction du poste que cette personne a occupé. C'est toujours les éternelles questions du pouvoir. Hein, celui-là ou celle-là, est-ce qu'il ne va pas venir nous embêter? Est-ce qu'il ne va pas se prendre pour le patron, etc. etc. Si, je sens, j'observe, j'écoute comme tout le monde. Je vais peut-être pas balancer. Je crois qu'il y a... Je pense qu'il y a eu une méfiance vis-à-vis de tout le monde. À tort ou à raison, j'en sais rien, mais je crois qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est peut-être, peut-être une attitude, un langage, une manière de parler aux gens. Je pense qu'avant c'était peut-être un peu plus souple. On pouvait s'arranger entre guillemets. Maintenant c'est un peu plus strict. En même temps, je pense qu'elle fait très bien son travail, quoi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Elle a demandé à rentrer dans la coopérative comme sociétaire et je dirais que le sentiment général n'allait pas dans ce sens. Hein. Et je pense que sa façon d'aborder les problèmes, elle a un peu inquiété les gens ou en tout cas les a pas rassurés. C'est une façon de concevoir la boîte, quoi.
En fait, c'est le projet. Le projet qui n'existe pas ici. Il n'y a pas de projet d'entreprise. Pourquoi il y a un problème sur cette candidature? C'est parce que finalement, ce qui n'est pas défini, c'est sur quelle base, sur quels critères on décide que quelqu'un devient coopérateur ou pas. C'est ça le problème. C'est pas savoir est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il n'est pas gentil. C'est-à-dire que, c'est pour ça l'autre jour je disais, finalement, très rapidement, les gens devraient devenir coopérateurs à partir du moment où ils travaillent. C'est-à-dire que soit ils connaissent leur boulot et ils peuvent travailler là, soit ils connaissent pas leur boulot, on peut décider de leur apprendre, ou alors de les virer. C'est-à-dire que le gars est pas compétent ou la fille est pas compétente et on peut pas travailler ensemble. Et il me semblait que notre équipe de coopérateurs n'était pas mûre aussi, et ça par rapport au pouvoir. Et qu'à ce moment-là, Elsie, pour moi,